Bienvenue à tous, bienvenue les premiers participants dans ce webinaire, un des tout premiers de la rentrée de l'année pour The Product Crew. Welcome. Dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites. On est toujours très curieux d'avoir un peu plus de détails sur les participants. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hop, je vois que la jauge monte. On est déjà une petite trentaine de participants. Salut à tous, Gauthier, Jules, Laura, Nicolas, bonjour. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou et nous dire deux mots sur vous dans dans le chat. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mehdi. J'anime, je suis l'un des cofondateurs de The Product Crew. Je vais revenir dessus très rapidement. On a une heure devant nous, ça va être assez sharp. L'un des gros avantages d'être là et de ne pas attendre le replay, c'est que vous allez pouvoir interagir, poser vos questions à François. C'est un moment assez privilégié, assez unique. François, merci d'être là. Merci de Merci à nous toi. vraiment de jouer le jeu, de participer à cette interview. On va faire Avec ça sous la plaisir. forme d'un plaisir partagé. On va faire ça sous la forme d'une interview. J'échange beaucoup avec des CPO, des CTO, des Head of Data de la communauté tech française. Et notre échange, en fait, m'a vachement marqué parce que tu fais partie de ces gens qui prennent vraiment position sur le fait qu'un PM doit savoir vendre, doit avoir un caractère sales. On entend un peu tout dans les profils de PM attendus, les skills attendus. Je pense que le marché évolue de manière très forte, surtout ces derniers mois, ces dernières semaines. Ce qui était attendu il y a 5 ans c'est moins le cas maintenant et ce sera moins le cas dans 5 ans. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tiens, on va prendre le temps de décortiquer ça et d'échanger ensemble. Je pense que c'est aussi, ce sont aussi des questions que se posent pas mal de monde. Hop. Alors, je me demande juste si vous avez accès au chat et si vous pouvez échanger parce que je vois pas de, je vois pas de. Ah si, ça Si, je vois arrive. des messages. Bonjour à Je tous. vois des Bonjour. messages, je vois quelques messages. Salut tout le monde. Salut Monica, Euh, salut oui, Marie. Hello, hello. il y a des gens, c'est cool. Bonjour à tout le Il y monde. a des gens. En effet. Merci encore de me recevoir, Mehdi. Donc, effectivement, ce sujet, il est. Alors, c'est une des choses que les PM doivent savoir faire, mais c'est peut-être des choses dont on parle le moins, en tout cas pas assez à mon goût. Et il y a plein d'autres sujets, bien sûr, dont on a discuté auparavant qu'on pourra aborder aujourd'hui. En effet. Donc 80 personnes dans la room, ça continue à arriver. En deux mots, alors je vous parle de The Paul Crew juste après peut-être à mi-échange. De commencer, on voulait juste vous remettre deux ressources qu'on a sorties en fin d'année, en mai-juin dernier. Playbook de recrutement, si vous avez cette problématique dans les mois qui viennent. Il y a énormément de bonnes pratiques, des guides d'entretien, des études de cas, des conseils de pas mal de CPO, CEO. Donc voilà, c'est un playbook qu'on a voulu faire. On le réédite chaque année. Et là, c'est le playbook de recrutement 2024. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez le recruter, si vous souhaitez pardon le télécharger, ça se passe ici. Vous l'avez aussi sur thepolycoup.io/ressources. Et salaire à jour en 2024, que ce soit pour les products, mais aussi de manière générale pour les profils tech. Ça aussi, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. Ça se passe ici. Je prendrai le temps de parler, de faire un petit peu notre auto-promo et de vous expliquer un peu plus TPC. Je prendrai 30 secondes à mi-chemin, vers 12h30. Mais on va pas trop perdre de temps. On va rentrer très directement dans le talk, dans l'échange. Je vous invite vraiment à poser vos questions tout du long. Ça se veut assez interactif. Euh, on va parcourir pas mal de thèmes. J'en ai compté une douzaine. En attendant de rentrer dans le vif du sujet, François, est-ce que tu peux te présenter de manière assez succincte? Voilà, nous dire un petit peu ce qui t'a mené vers United, les grandes étapes, les moments marquants de ton parcours.
Ok, je vais essayer de le faire de manière succincte. Déjà, premièrement, je m'appelle François de Bolina, je suis le CPO de United. Je vais te présenter United très rapidement. United, c'est une banque basée en France, ce qu'on appelle une scale-up, qui fait du prêt à la consommation, du crédit de manière générale, soit en moyen de paiement, soit en prêt à la consommation. On fait ça dans 4 pays en Europe, France, Italie, Espagne et Portugal. C'est une société qui a un peu plus de 12 ans maintenant, donc qui est assez mature, environ 600 personnes, avec grosso 250 personnes produits tech data. Et donc, c'est une boîte assez conséquente que j'ai rejoint il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Mon parcours avant de rejoindre United, on en reparlera, je pense, parce que ça a pas mal influencé aussi quelques-unes de mes, on va dire, de mes convictions que j'ai sur le métier du produit. Mais j'ai commencé en tant que développeur, donc une formation d'ingénieur software à la base. J'ai commencé en tant que développeur, ensuite j'ai évolué en tant que sales. J'étais CMO dans une boîte aussi. J'ai fait un stop chez Amazon aussi dans le marketing. J'ai monté une boîte pendant quelques années aussi aux US, une startup dans le e-commerce. Et j'ai rejoint juste avant United. J'étais dans une startup scale-up aussi dans le nord de l'Angleterre qui s'appelle Zero Light dans l'automobile, où j'étais CMO et CPO en même temps. Donc j'ai productisé aussi cette boîte-là. Donc j'ai un parcours où j'ai touché à pas mal de, on va dire, de fonctions qui sont souvent des stakeholders des produits de manière générale, donc qui touchent vraiment de la technologie à la vente, le marketing, la stratégie, l'entrepreneuriat. Et j'ai fait ça aussi au sein de différentes cultures parce que j'ai passé environ 17 ou 18 ans hors de France. Mais c'est ça, en fait, c'est la culture anglo-saxonne Et voilà, a donc dû une dû culture. te marquer, en particulier la culture Amazon. Alors Amazon parmi tant d'autres, mais surtout culture américaine. J'ai passé 7 ans aux US, culture anglaise aussi, 7 ans en Angleterre et quelques années au Japon. Donc un mélange de cultures vraiment, vraiment différentes. Ouais. Et effectivement, peut-être que ce qui m'a façonné, c'est plus mes débuts aux US. J'y étais quand j'avais 22 ans pour mon premier stage et mon premier boulot chez Dassault Systèmes. Et c'est là où effectivement j'ai commencé à comprendre un peu la culture américaine et ça m'a plu. Et donc bon, je devais partir pour 6 mois, je suis revenu 17 ans après. Donc c'est toujours la même histoire. Mais maintenant je suis bel et bien de retour en France et content d'être là et de pouvoir redécouvrir aussi un peu la communauté de produits en France et la culture aussi d'entreprise française à laquelle j'étais un peu moins habitué que d'autres. Alors, United, très belle scale-up, bien connue dans l'écosystème tech en France. Tu nous parles un petit peu du produit, si ça te dit. Voilà, quel use case, quelle problématique vous réglez, les grosses fonctionnalités que vous avez. Alors, bien sûr, Unitive, faut savoir que c'est la première fintech en France en termes de turnover. Donc, c'est vraiment un gros truc. Euh, on fait partie du Next 40. Les produits qu'on a dans le crédit, en fait, c'est très simple. On a 4 produits chez United de manière générale. Le premier, le produit phare, c'est du prêt à la consommation. Donc, on va sur le site de United et on demande un crédit de 1 000 à 50 000 euros. Donc, nous, on a la plateforme, on est une banque, on a aussi bien sûr la licence bancaire et tout ce qui va avec. On est régulé pour pouvoir permettre aux clients sur notre plateforme de faire un emprunt et d'avoir tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire le servicing du crédit, etc. Donc tout le cycle de vie du crédit. Donc ça jusqu'à 50 000 euros. Une des particularités, une grosse particularité de United, c'est quand on est une boîte super tech. Et on utilise des technologies qu'on appelle d'open banking. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces techs nous permettent de rendre notre parcours complètement automatisé. C'est-à-dire qu'on est capable, quand on fait du crédit, il faut savoir si la personne va rembourser ou pas. On est capable automatiquement, avec des algorithmes, quand on reçoit les relevés bancaires de façon digitale d'un client qui autorise sa banque à les partager avec nous, on est capable de faire une analyse de la solvabilité, du risque, de la capacité d'emprunt et à rembourser du client et de pouvoir prendre une décision dans la minute, une décision définitive. Donc ça, c'est vraiment une grande particularité. On est en train de révolutionner le crédit, le rendre extra simple, presque pas de documents à partager, juste l'accès à ses comptes bancaires. On analyse l'historique du client et on fait un profil de solvabilité. Et ensuite, on peut mettre le prêt à disposition et servir le prêt dans le cycle de vie du prêt. Donc ça, c'est notre produit, on va dire, de base, vraiment historique, le crédit qu'on fait dans les 4 pays. De par notre technologie d'automatisation de la réponse et de l'analyse de crédit, on est capable d'amener le crédit dans le monde du paiement. C'est-à-dire que quand on va en magasin ou en ligne, aujourd'hui, on peut payer soit en cash, soit avec une carte, soit avec un financement qui va être fait avec on va dire des entreprises un peu traditionnelles, qui va prendre plusieurs jours à être accepté et un peu compliqué. Nous, on a simplifié ce financement dans les magasins et on est capable aujourd'hui,
en quelques minutes de faire pareil un crédit à une personne en boutique ou en ligne pour acheter son bien. Donc, je vous donne un exemple très précis. Bouygues Telecom, qui est un gros partenaire de United, si vous allez dans la boutique de Bouygues Telecom, vous achetez le nouvel iPhone, vous êtes capable de signer sur un contrat de crédit en quelques minutes, de repartir avec votre téléphone dans la foulée et ensuite de rembourser United tous les mois pendant 24 ou 36 mois. Donc ça, c'est notre deuxième produit, le paiement. Donc on a le crédit prêt à la consommation et on a le paiement en magasin. Et ça, on le distribue soit en direct, soit via des partenaires. On met à disposition des API et on intègre chez les partenaires notre savoir-faire. Le troisième produit, c'est du coaching budgétaire. Donc, c'est un produit qui s'appelle Coach et qui permet, en analysant les comptes, les transactions bancaires d'une personne qui a aussi accepté de partager ses relevés avec nous, utiliser de l'intelligence artificielle et pouvoir donner des recommandations ultra personnalisées à cette personne pour optimiser ses comptes, son budget et vraiment faire en sorte que cette personne puisse avoir les meilleurs deals possibles, que ce soit sur la téléphonie, les frais bancaires, les assurances, etc. Donc ça, c'est un produit qui nous tient à cœur énormément parce qu'il est gratuit pour tout le monde, ceux qu'on finance ou ceux qu'on ne finance pas au crédit. Et c'est vraiment dans une optique de responsabilité et d'aider les gens à manager leur budget et à devenir plus responsables tant qu'on peut. Donc ça, c'est le troisième produit, Coach, qui a été lancé il y a environ 1 an et demi. Et le tout dernier qu'on a lancé il y a à peine 1 an, c'est les produits d'assurance. Alors, on fait de l'assurance crédit depuis le début du crédit, mais là, on a rajouté d'autres produits d'assurance qui sont aussi très adaptés au contexte d'une personne qui, par exemple, achète une voiture. On a un produit d'assurance voiture qui va s'adapter et qui va être proposé au client en fonction du contexte et qui permet au client d'avoir un peu ce qu'on appelle un one-stop shop autour de son projet. Donc, on parle vraiment de projet de crédit, un projet de trésorerie, un projet de travaux, un projet d'acheter une voiture. Et là, on peut proposer des assurances qui sont adaptées aux clients au bon moment, au meilleur prix, parce qu'on a des bons partenariats aussi. Donc voilà un peu l'offre de United. C'est vraiment dépoussiérer, on va dire, le crédit, le rendre ultra simple pour les clients, ultra responsable parce qu'on fait que des prêts amortissables et pas des trucs compliqués de crédit renouvelable qui endettent les gens, etc. Et on participe beaucoup à l'éducation financière aussi dans les pays dans lesquels on a notre application Coach. Voilà à peu près le. Ouais, je me souviens quand c'est arrivé en 2011 ou 12 et qu'au départ, on parlait d'un modèle, United s'était présenté comme un modèle de peer-to-peer lending, je crois, avant Alors, ça de, s'appelait au tout avant, début, parce que ça s'appelait même, alors bien avant mon arrivée, ça s'appelait même prêt d'union. Effectivement, ça s'appelait Prêt d'Union et ça a évolué et on était dans la mouvance où la fintech commençait un petit peu à faire parler d'elle. Il y avait KissKissBankBank, il y avait du prêt, enfin, il y a Lydia qui est arrivée assez rapidement et United s'est un peu imposé comme étant l'acteur phare, notamment pour les consommateurs. Et voilà, j'imagine que le produit, la tech, enfin, on imagine tous, en fait, sur une scale-up comme celle-là, que le produit et la tech a eu un rôle mais déterminant, et c'est peut-être le cas. C'est sûrement le cas, mais en revanche, toi, ta position, c'est quand même de dire que le product management n'est pas le centre de l'entreprise. Et j'aimerais bien que tu expliques ça, mais juste avant, je pose cette question-là aussi aux participants, aux participantes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez du fait que le product management, est-ce que c'est le cas dans votre entreprise? Est-ce que c'est au centre ou c'est pas du tout au centre? Et pourquoi? Et alors, il je te faut que laisse nous répondre. j'explique pendant que les gens peut-être partagent leur propre avis, parce que chacun a son avis là-dessus. J'explique un peu d'où ça vient. On en avait parlé effectivement ensemble. Tu as retenu cette phrase-là qui est peut-être quelque chose, un message que je porte et que je partage assez régulièrement, effectivement. Ça a plusieurs niveaux. Premièrement, il faut savoir que moi, par exemple, chez United ou chez Zerolight, la boîte dans laquelle j'étais avant, en tant que CPO, je ne suis pas arrivé en même temps que les fondateurs. Je suis arrivé quelques années après, au moment où la boîte était en train de scaler et vraiment de grandir à vitesse accélérée. Et donc, quand je suis arrivé chez United, déjà des années qu'United fonctionnait dans plusieurs pays, des gros projets avec des partenariats comme les revendeurs Apple, Microsoft, Free, Orange, etc. Il y avait déjà une énorme structure en place, la tech, le risque, la finance, la conformité, enfin tout ce qu'il faut dans une banque. Donc, quand on arrive en tant que produit ici, il faut quand même rester un petit peu, alors c'est peut-être le premier volet, il faut rester un peu à sa place, il faut rester un petit peu humble sur notre rôle dans l'entreprise. Le rôle du produit dans l'entreprise, il est assez simple, moi je le résumerai d'une façon très basique, qui est de pouvoir optimiser les ressources qu'on a, humaines principalement, de développement et aussi financières, de technologies qu'on utilise,
pour être certain qu'on fait les bonnes choses au bon moment pour maximiser la valeur qu'on va amener au client et la valeur qu'on va amener à l'entreprise. Donc cette mission, elle est arrivée à un moment où United en avait besoin. United était en hyper croissance et avait beaucoup de projets un petit peu spécifiques avec des gros clients et peut-être pas assez de mutualisation et pas assez de plateformisation qui pouvait permettre de simplifier le portfolio et d'accélérer encore plus de projets sans avoir des coûts de ressources exorbitants pour les livrer. Et donc, ça a été un peu une des premières missions qui a été la mienne. Il faut savoir qu'effectivement, quand on arrive dans une boîte comme United, l'idée, c'est de trouver sa place et d'amener quelque chose de nouveau qui n'était pas là. Donc, United était extrêmement prêt à accueillir un CPO et une équipe produit pour aider justement à clarifier la roadmap, à clarifier les priorités de développement, les priorités marketing produit, etc., pour optimiser tout ça. Donc, quand je dis que le produit n'est pas au cœur de l'entreprise, il y a plusieurs niveaux en fait, de lecture dans ce que je dis. Le premier, c'est qu'il faut se rappeler que le produit, généralement, dans ce cas-là, en tout cas dans mon cas, c'est la dernière équipe qui arrive dans l'entreprise. Okay, donc, faut quand même rester conscient de ça. C'est-à-dire que l'entreprise peut vivre très bien sans produit. C'était le cas juste avant. Elle vivra mieux avec du produit, mais en tout cas, le produit est généralement, si jamais l'entreprise ou une entreprise qui a du produit doit passer des moments difficiles, dans une banque, c'est pas la tech qui va partir en premier, c'est pas le risque ou la finance qui va partir en premier, ce sera le produit. Donc il faut rester assez humble sur sa position là-dedans. Et la deuxième chose qui me fait dire ça, c'est que les gens confondent souvent le produit et le product management. Donc là, je m'explique. Le produit, c'est le cœur de l'entreprise. C'est vraiment ce qu'on fait. Donc le produit chez United, c'est toute notre offre de crédit, front, middle, back, qu'elle soit via des partenaires ou directement aux clients. Ce produit dans l'entreprise, il est fait par absolument tout le monde. Ce produit ne pourrait pas exister sans les gens du risque qui font en sorte qu'on ne se prenne pas le mur avec le risque de crédit, sans les gens de la conformité qui font en sorte qu'on reste régulé, sans la finance, bien sûr, qui font les débits et qui font bien sûr tous les reporting là-dessus, et sans la technologie qui est la plateforme. Donc, tous les gens participent, sans les opérations aussi, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, tout le monde participe en fait au succès de ce produit. Donc le product management, c'est pas parce qu'il manage le produit dans le titre product management qu'il est honneur du produit. Le produit, c'est l'entreprise, tout le monde y participe. Et donc je vois un peu souvent en fait des gens qui confondent les deux, et peut-être même des gens qui prêchent le fait que le product management doit être au cœur de l'entreprise et c'est lui qui dirige un petit peu tout et qui va être un peu le chef d'orchestre de tout le monde et un peu la tête de pont. Mais ça, c'est quelque chose qu'on comprend chez toi en interne, chez les PM, ou alors c'est un filtre que tu mets en entretien, vous recrutez des PM qui ont cette vision-là des C'est quelque choses. chose qu'on comprend, Comment tu fais pour si on aligner une comprend pas en équipe autour de entretien, ça? si on comprend pas en entretien, on comprendra très vite dans la vraie vie dans l'entreprise. En fait, il faut comprendre un peu les dynamiques qu'il y a dans le product management dans une boîte comme United. Bien sûr, il y a tout ce qu'on fait sur les clients et les partenaires qui sont bien sûr, nos clients qui vont payer pour ce produit-là, que ce soit les clients finaux ou les partenaires, les banques avec qui on travaille, les retailers, pour mettre en place des offres de crédit. Mais surtout aussi en interne, tous les départements, donc si je prends l'exemple du risque ou de la conformité, des départements comme ça sont tellement essentiels dans la vie d'un crédit et d'une banque que quand ils ont des priorités, que ce soit changer les scores d'algorithmes de solvabilité ou mettre en place des choses que le régulateur doit nous demander de mettre en place, vont nous, entre guillemets, nous diriger dans notre roadmap pour faire ça. J'ai perdu je ne sais pas si je suis tout seul ou pas là. J'ai perdu la Non, non, vidéo. non, non, je suis bien là. Je ne te vois plus par contre. Euh, et donc, tous ces départements qui ne sont pas le produit ont une influence énorme sur la roadmap produit. Et donc ça, on s'en aperçoit assez vite. C'est-à-dire que le produit va avoir un rôle, bien sûr, d'innovation et de priorisation de tous les sujets, mais va aussi passer énormément de temps avec les stakeholders des autres départements ou des autres départements centraux ou des autres BU pays, les CEO pays, et travailler avec eux pour comprendre comment ces personnes-là mettent en place et de quoi ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de PNL et de revenus. Et donc, ces personnes-là vont travailler avec nous au produit
Et de temps en temps, on va avoir des priorités qui ne sont peut-être pas celles que nous, on aurait fait si on était tout seul, mais qu'on va devoir faire parce que c'est pour le business, parce que c'est pour la conformité, parce que c'est pour l'histoire de risque, etc. Donc, on n'est pas tout seul à prendre les décisions. Ce n'est pas nous qui nous levons le matin et disons on va faire tout ça et puis vous nous suivez. C'est vraiment un travail extrêmement collectif. Notre rôle, il est plus dans l'harmonisation et on va dire la mise en symbiose de tous ces départements d'un point de vue roadmap pour être sûr que tous les besoins de tout le monde soient compris et bien priorisés. Et donc ça, c'est peut-être une des différences. Donc il faut pas c'est pas parce qu'on est le manager du produit qu'on est le owner du produit. Il ne faut pas confondre les deux. Ownership et management ne sont pas du tout la même chose. Nous, on a un rôle de chef d'orchestre, d'innovateur, un peu de, on va dire, de responsabilité du produit et de là où on va sur la roadmap, sur le management de nos ressources. Mais le honneur du produit, ça reste toute l'entreprise. Du coup, j'imagine que il y a peut-être des situations où vous prenez beaucoup de recul et vous prenez des décisions qui sont pas forcément, enfin, qui sont dans le bien de United, mais qui sont pas forcément comprises par tout le monde. Alors en fait, on a tout le temps, plus on monte en fait au produit, et en fait, c'est presque le niveau de tout le monde dans l'équipe parce que tout le monde est responsable de son équipe produit, de son domaine produit ou de toute l'équipe produit à différents niveaux. Et on a tous deux, entre guillemets, personas en commun. Euh, le client final, que ce soit le partenaire à qui on fait du business en B2B ou B2B2C, et le client final B2C, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, l'entreprise. Et quand je dis l'entreprise, c'est notre PNL, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise. Et donc on a souvent, bien sûr, des choix qui ne sont pas forcément évidents à faire, où on veut servir le client et vraiment avoir la meilleure expérience possible, mais ça peut être au détriment un peu du business parce que je vous donne un exemple très précis. Imaginons que je vous donne dans le crédit, par exemple, on a des sujets sur le remboursement anticipé. Okay, donc, quand quelqu'un veut rembourser son crédit avant la date limite de crédit qui était prévue sur 36 mois, il veut le rembourser au bout de 12 mois, par exemple. Très bien, tant mieux pour lui, il a le droit de le faire. Quand on est une banque et quand on regarde les revenus, si on regarde juste les chiffres, une banque préfère que les gens gardent leur crédit jusqu'au bout. C'est comme ça qu'un crédit est construit, donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, est-ce qu'on va faire une expérience client qui va faciliter le remboursement anticipé, entre guillemets, le rendre presque self-service et le rendre on fait une expérience vraiment hyper simple, efficace pour le client, au risque d'en avoir plus? Ou est-ce qu'on va se dire, on va faire quelque chose, une expérience qui va être un peu plus laborieuse, euh, sans mauvaise intention, mais parce qu'on ne va pas investir dedans pour le client, en se disant, bon, bah voilà, ils veulent faire, il faudra qu'il nous appelle, qu'il envoie un truc en papier, etc. Et donc là, on peut avoir peut-être quelquefois des convictions différentes. Nous, au produit, on est convaincu que l'expérience client, de toute façon, si quelqu'un veut le rembourser, il remboursera. Et donc, autant qu'il ait une bonne expérience, la mieux possible, le simplifier, comme ça, il sera content et il reviendra chez nous la prochaine fois. Et il peut y avoir d'autres dynamiques là-dessus, mais ça prend un peu d'investissement pour le faire. Donc, il faut qu'on priorise ce genre de choses. Donc, c'est toujours un peu un dilemme entre un autre exemple qui est est-ce qu'on va faire un développement local pour un pays ou est-ce qu'on va privilégier un développement qui va être commun à tous les pays, qui va permettre à la plateforme d'avancer plus dans un sens, etc. Il y a des choix à faire. Et donc, ces choix, ils ne sont pas toujours très évidents. Il n'y a pas un framework qui va nous dire il faut choisir A ou B. C'est surtout un framework, on va dire, de discussion. C'est un framework d'alignement. Pas un framework de compromis, parce que les compromis sont souvent négatifs, mais un framework d'optimisation sur lesquels on fait avant, où est-ce qu'on investit en local, où est-ce qu'on investit en global, etc. Donc, il faut garder ces deux personnes en tête. Et il ne faut pas oublier qu'on a une deuxième équipe quand on est au produit, outre l'équipe produit, c'est le CODIR, donc l'équipe de direction. Donc tous nos collègues Hmm. sont Head of Partnership, CEO pays, chef de risque, de la data, etc., CFO, sont des collègues et un peu, entre guillemets, des clients aussi. Alors, je sais que ça fait toujours débat, il faut travailler ensemble, mais c'est eux qui ont les PNL et c'est nous qui les aidons avec la tech pour atteindre leur PNL. Donc il faut aussi écouter les besoins qu'il y a ici et travailler main dans la main pour prendre les Vous meilleures décisions. calculez tu as parlé de PNL, vous calculez l'impact financier des projets qui passent par le product management chez United. C'est quelque chose que vous Euh, faites. Tu demandes ça. C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on le fait plus que la moyenne, entre guillemets, parce que c'est hyper important. Et d'ailleurs, on est en train d'investir encore beaucoup plus aujourd'hui. Donc, nous, pour vous donner un exemple, Mais on tu est le fais à l'échelle des projets juste ou tu à le fais à l'échelle des l'échelle de projets, à l'année, l'échelle des features. à Donc, à l'échelle des l'échelle features même? Ok. un product manager, un lead product, head product, VP product.
Maintenant, on va être de plus en plus capable de comprendre exactement quelle va être la ROI de ce produit d'un point de vue financier. Mais il faut pouvoir comparer des oranges avec des oranges. Donc, par exemple, si on a un feature qui va améliorer, on va dire, la conversion et avoir plus de crédits, donc on fait 2 milliards d'encours par an, imaginons qu'on fasse 10 millions de plus par mois. Combien ça nous rapporte 10 millions? Ça ne nous rapporte pas 10 millions de crédits en plus par mois. Ça nous rapporte, il y a les coûts du crédit, il y a l'argent, il y a le risque, etc. Il y a les fees. Donc, combien ça nous rapporte en marge nette là-dessus? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à calculer pour pouvoir comparer avec un autre feature qui va être, par exemple, on va automatiser du self-service, on va automatiser des opérations. Ça va nous économiser et optimiser les coûts qu'on a avec le service customer service. Et donc ça va peut-être nous économiser aussi des providers qu'on a qui font ça pour nous ou des équipes en interne. Et donc ça, combien ça nous rapporte en bas du PNL? Comment on compare les deux et lequel on priorise? Donc il faut en fait un langage commun entre tous les features et tous les produits qu'on fait. Souvent, le langage commun, ça va être la marge, le revenu, ça va être un langage très financier. Et là, on est en train d'éduquer tous les PM de l'équipe et de faire des outils pour leur permettre de calculer. Et donc ça, c'est une mission qu'a notre VP produit qui est assez excitante parce que dans les prochains mois, on va avoir un outil qui va permettre à chaque PM de rentrer les KPI qui va faire évoluer et de voir sur le BP, donc sur toute l'année 2025 déjà, en fonction des prévisions qu'on a, combien son feature qu'il aimerait mettre dans la roadmap va pouvoir apporter à United. C'est hyper intéressant. J'imagine qu'il y a quand même des projets structurants, quoi, des projets qui sont, je sais pas, de l'orga ou de la réorganisation Ouais, d'un data warehouse ou enfin des tout à fait. choses, tu vois, enfin, Ouais. de la tech ou difficile de calculer le ROI, Ah, effectivement, mais indispensable pour autant. quand on a un changement d'architecture ou une évolution d'architecture, ce qui est naturel, ce sont des cycles dans les boîtes tech. On est en train d'en passer par un cycle en ce moment sur une architecture qui est vraiment toute nouvelle, enfin qui est vraiment évolue en ce moment sur pas mal de nos contextes. Il faut prioriser ça. Et c'est vrai que c'est dur de mettre un coût ou un revenu exact là-dessus. Mais on est capable de dire l'investissement, de toute façon, celui-là, on doit le faire. Et toutes les nouvelles choses qu'on va faire qui vont rapporter de l'argent ne se feront que sur cette nouvelle plateforme. Donc, c'est notre intérêt de pouvoir migrer rapidement sur cette plateforme ou faire ce data warehouse ou peu importe. Donc, on a aussi des projets effectivement qui sont peut-être, on connaît bien les coûts, les revenus les impacts sont extrêmement variés là-dessus et peut-être beaucoup diversifiés dans tous les domaines et les produits. Mais on est quand même capable de mettre on va dire, de le prioriser par rapport à d'autres et de dire, OK, on peut attendre 6 mois ou il faut absolument qu'on le fasse maintenant par rapport à tel ou tel projet. En tout cas, ce qui est clé, c'est qu'il faut trouver un langage commun avec les autres, on va dire, collègues qu'on a au CODIR pour pouvoir valider ensemble la direction qu'on veut prendre sur les grandes priorités. On a bien sûr beaucoup plus de choses qu'on veut faire qu'on peut faire. On a plein d'idées et plein de projets, mais il faut les choisir. Donc là, on a plein de méthodes qui nous aident à le faire. Ouais, dites-nous dans le chat comment vous calculez l'impact chez vous, l'impact du product management. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait par le biais de l'impact PNL? Est-ce que je sais il y a certaines équipes qui regardent au global le coût de la team produit versus ce que ça rapporte à l'année. Là, on est plus sur quelque chose d'assez macro. On peut regarder Non, la alors nous, réduction de coûts. on voit pas le coût de la team produit. Je sais qu'il y a on va dire des tendances là-dessus Il y a beaucoup de sur tendances là-dessus, ouais. le coût Surtout, de la team enfin, je vois produit. ça chez Mano Mano, je vois ça chez. Manage le coût de la team produit comme si c'était un budget que j'avais. Ça marcherait pas chez nous. Et je pense que d'ailleurs, c'est un peu trop théorique. Parce que dans la réalité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aligne. On a un process de priorisation qui est assez simple, assez lourd peut-être, et qu'on l'allège de plus en plus, mais qui est assez simple dans le sens où on a 5 points de rendez-vous par an. On appelle ça des releases, mais c'est un abus de langage. On a des mises en production tous les jours, une dizaine, une quinzaine de fois par jour. Mais on a 5 points de rendez-vous par an qui sont un peu une sorte d'alignement. Quand on a des projets avec des partenaires qu'on doit faire avec des dates précises, il faut qu'on puisse dire tous les projets transverses, il faut que ça soit fait à telle ou telle release. Et à chaque début de release, donc tous les 2 mois, qu'est-ce qui se passe? On a un cycle comme ça. On commence notre release, donc la préparation de la release N+1, avec un meeting avec notre VP produit et tous les stakeholders du CODIR qui représentent les pays, le risque, la finance, la stratégie et les partnerships. Et là, on se met d'accord sur les OKR qu'on va vouloir prioriser d'un point de vue groupe. Et là, on essaie de ne pas parler produits et features, on parle business. On dit, OK, Mhm. il faut qu'on accélère sur notre produit United Pay chez les partenaires. Il faut qu'on diminue le risque sur telle chose. Il faut qu'on optimise les coûts d'opération sur les BU pour le service client. Donc, on se met d'accord sur les 10, 15, on va dire OKR, sur lesquels on va
se focuser pendant les 2 prochains mois ou des OKR qui vont peut-être durer plus longtemps. Une fois qu'on a cette... Et là, déjà, on fait des choix. C'est-à-dire qu'on fait des choix d'un point de vue stratégique sur, OK, on va moins se concentrer, par exemple, sur le lancement d'un nouveau produit en Italie pour l'instant. Et on se concentre sur l'optimisation de cette expérience sur ce pays, parce que d'un point de vue PNL, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on part en fait dans on va dire, on va remplir chacun de ces OKR avec les features qui vont amener le plus de valeur pour atteindre les KR qui sont liés à l'objectif de cet OKR. Donc cet alignement, en fait, se fait vraiment en top-down et bottom-up en même temps. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté au maximum aux head, lead, product manager et leurs partenaires d'être créatifs sur la façon dont ils veulent, les features qu'ils veulent mettre en place pour diminuer des coûts d'opération, par exemple. Mais on se décide au niveau COMEX sur le fait que les coûts d'opération à diminuer est un objectif. Donc, on laisse cette liberté. Et donc, je pense que ça, c'est important, parce que ce qu'on veut pas, ce qu'on veut éviter, c'est que le COMEX parle trop de features et aille trop dans le bas niveau. Il faut laisser ça. Donc, on parle un peu de Empower Team dans le langage, mais on parle un petit peu de laisser la liberté aux équipes qui sont spécialistes sur les sujets de venir avec les meilleures solutions. Alors, ils vont faire des arbres d'opportunités, ce qu'on veut, mais avec les meilleures solutions concrètes pour atteindre l'objectif qui leur est fixé. Est-ce que cette approche très intimement liée, tu vois, au business développement, cette approche du product management, c'est quelque chose que tu as vu aux US? Est-ce que tu vois une différence entre notre approche ici? Je pense un peu, parce qu'en fait, je pense qu'aux US, il y a un point commun, c'est que tout le monde comprend et tout le monde parle le business, le langage du business, beaucoup plus qu'on peut le parler en France. Donc, c'est-à-dire que c'est extrêmement commun aux US de voir un chef de produit comprendre exactement comment son entreprise fait de l'argent. C'est moins le cas en France. Et donc, je pense que nous, on travaille et on essaie de passer beaucoup de temps dans l'équipe produit pour comprendre comment fonctionnent les PNL de nos stakeholders. Alors, c'est compliqué, est-ce qu'on sera jamais aussi bon qu'eux, parce que c'est, surtout dans la finance, avec le risque, etc., c'est extrêmement compliqué. Mais il faut qu'on ait une sensibilité pour comprendre comment ils font de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Et donc ça, je pense que dans la culture américaine, on est plus habitué, en tout cas de mon expérience, à parler du business, à avoir ce langage commun et à comprendre comment l'entreprise fait de l'argent. Souvent, j'ai vu en France, je l'ai vu aux US aussi, mais plus souvent en France, euh, des leaders produits, donc niveau CPO, Head, etc., qui entre nous n'ont aucune idée comment la boîte fait de l'argent. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur moi, je crée mon expérience client, ma plateforme, etc. Et puis après, les vendeurs et la stratégie et la finance, ils se débrouillent. Moi, je ne sais pas trop comment ça marche. Et alors, ce n'est pas un cas général, mais je l'ai vu quand même plus souvent, ce qui m'a fait un petit peu bondir, parce que je trouve que c'est impossible d'avoir une vision, une stratégie produit si on ne comprend pas comment la boîte fait de l'argent. Et c'est intimement lié. C'est quand même le cœur de ce qu'on fait. Il ne faut pas se leurrer. C'est comment, surtout que le produit dans la communauté française, s'adresse beaucoup aux petites et moyennes entreprises. Okay, moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle French CPO. J'ai regardé un peu en détail, peut-être 250, 300 personnes. J'ai décortiqué une à une. Et je me suis fait mon petit graphe. Et il y a à peu près les 3 quarts des gens qui sont dans des boîtes qui sont moins de 250 personnes. Donc, la communauté produit s'adresse quand même beaucoup à des petites et moyennes entreprises. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir comme utopie d'être comme Amazon, d'être comme Apple, d'être comme Google. Une startup de 500 personnes ne sera jamais comme Amazon ou Google et donc ne peut pas mettre les mêmes process en place. Et donc, c'est une utopie d'essayer d'éduquer les gens à faire ça. Il faut avoir son propre process qui marche pour une taille de boîte donnée. Donc, voilà à peu près comment... Mais est-ce que c'est pas lié à ça justement? Est-ce que c'est pas on lève 30 millions, on va pas être rentable de toute façon jusqu'en 2028. Bon, autant se concentrer aujourd'hui sur voilà, des choses qui vont faire de nous la meilleure expérience du marché. Et puis, pour ce qui est du revenu, on verra plus tard, quoi. Alors ça, c'est... Je suis un peu provoque, hein, mais Ça, c'est un petit peu l'ancienne méthode, c'est-à-dire que c'était la méthode américaine qui consistait à dire tant qu'il y a de l'hypercroissance et tant que tu as des users, on verra comment on pourra monétiser plus tard. Alors ça marche encore, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué maintenant, depuis qu'il y a eu la ouais. crise. On est passé d'un mode d'hypercroissance où on s'en foutait de la façon dont on allait acquérir des clients, de la façon dont on allait les financer, en tout cas les rendre profitables. L'important, c'était d'avoir une base client qui progressait et d'acquérir des parts de marché. Bien sûr, ça c'est toujours crucial. Mais maintenant, ce que recherchent, je pense, principalement les VC, les investisseurs, aux US comme en France, c'est un projet de rentabilité. C'est comment est-ce que la boîte va être profitable. Et donc, avoir 30 millions, alors nous on a levé beaucoup plus que 30 millions, et donc
il ne faut pas que lever de l'argent affranchisse les startups et les scale-up de penser à comment elles vont faire de l'argent. Et donc, c'est important parce que l'argent peut se dépenser assez vite. Et donc, il faut faire attention là-dessus. Et il est beaucoup plus dur à lever en ce moment qu'il n'était il y a quelques années. Donc, je Vous pense qu'il faites un peu de B2B faut chez... penser à la profitabilité quand même de son produit. C'est important, surtout dans une Vous scale. faites, vous faites un peu de B2B chez United? Alors, on fait beaucoup de B2B parce qu'on a tout un département de partnership qui fait des deals avec, qui a été l'offre de crédit d'Orange Bank. Bouygues, c'est du B2B. On fait tous les crédits pour Bouygues. On parle de centaines de milliers de crédits qu'on a fait avec Bouygues. On a fait tous les revendeurs Apple, Free, Microsoft. On travaille avec Telefonica. Enfin, on a énormément de gros clients institutionnels et de gros retail avec qui on travaille et qui ont besoin, en fait, de s'assurer que leur partenaire United est une boîte solide. Donc, nous, Je te pose, je te pose la question, François, parce que on nous, on nous fait remarquer justement dans le chat que l'impact PNL se calcule de manière différente. Les cycles de vente sont un peu longs dans le B2B. Et vous le faites tout de même, vous calculez tout de même, vous, l'impact PNL de vos projets. je vais vous donner deux exemples. Quand on fait un projet B2B, par exemple, avec, si on prend Bouygues, ok, euh, il va y avoir bien sûr on va dire un impact qui va être fait en début de projet sur quel va être le niveau de licence bancaire, de coûts et de revenus qu'on va avoir avec ce projet de manière générale. Ok. Donc ça, on va pouvoir lancer le projet. Il y aura des coûts de dev au début, peut-être, de customisation pour un gros client. Une fois que le projet est lancé, donc ça, c'est le premier impact qui est fait souvent par l'équipe partnership. Et nous, on peut les aider au produit à la tech sur des assessments de coûts de mise en place du projet, etc. Une fois que le projet est live, c'est pas fini pour autant. Nous, si on développe un nouveau feature qui améliore la conversion de l'upload de ton ID dans le parcours client quand tu fais ta demande de crédit, eh bien, cet impact de 3-4% de conversion en plus va aussi impacter le business model qu'on a avec les centaines de milliers de clients qu'on peut avoir chez Bouygues ou ailleurs. Donc, on est capable, même quand le projet B2B est lancé, de dire que si on fait un feature qui va améliorer de temps la conversion ou diminuer de temps les coûts d'opération sur le suivi du crédit, on va pouvoir optimiser les gains de ce projet avec Bouygues ou avec un autre partenaire. Donc, il y a les deux. C'est-à-dire que même si c'est un projet B2B, l'impact produit d'optimiser un feature ici, une expérience là, ou d'avoir un nouveau produit qui va venir se greffer, est calculable aussi de la même façon. Tu échanges avec le codir sur les projets. Ça, c'est une question dans le chat. Tu échanges avec le codir. Comment est-ce que comment est-ce que tu échanges avec, voilà, avec tes pairs? Est-ce que tu vas rentrer dans voilà, l'impact, sur comment est-ce que vous allez résoudre, quel investissement est-ce que tu as besoin, comment est-ce que tu abordes les échanges? C'est une bonne question. Alors, il y a plein de points de communication qu'on a entre le CODIR, donc toutes les autres équipes, et l'équipe Produit Tech. Premièrement, à chaque release, donc tous les 2 mois, avec le CTO, on présente en comité exécutif la release d'avant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant les 2 mois précédents? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a livré ce qu'on a dit qu'on allait livrer? On s'est comité sur 250 features. Généralement, on arrive à 80, entre 80 et 90% de taux de prédictabilité sur ce qu'on livre. Donc, c'est plutôt très bien. Sauf cas exceptionnel s'il y a des choses qui sont venues se greffer entre les deux. Donc on présente un peu ce qu'on a livré et on présente aussi les premiers impacts des derniers projets d'un point de vue ROI, d'un point de vue impact business. C'est-à-dire qu'on montre l'évolution, pas juste on a livré, notre travail est fini. On va montrer l'impact business que les projets qu'on a en cours ou les projets qu'on vient de livrer ont eu. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie du meeting à expliquer, voilà, ce sur quoi on s'est tous mis d'accord et ce qu'on a réussi à prioriser pour les 2 prochains mois ici, sur la roadmap produit. Et voilà ce qu'on se commit à livrer dans les 2 prochains mois pour répondre à telle ou telle priorité. Comment est-ce qu'on a mis ça en place? Je vous expliquais justement le meeting avec les OKR tout à l'heure. Et aussi, on a plein de meetings avec tous les stakeholders, que ce soit un CEO au pays, que ce soit l'aide partnership, que ce soit le directeur d'un projet spécifique, pour mettre en place, on va dire, la liste de features dont il a besoin et les mettre on va dire, en opposition avec d'autres pour pouvoir prioriser ce qu'on veut prioriser. Donc, on a une communication quand même sans cesse là-dessus. On a un autre niveau de communication tous les mois où on partage au produit ce qu'on appelle un monthly product reporting. Donc, c'est un document PowerPoint avec des graphes partout
par thème, donc des graphes sur United Pay, des graphes sur le côté crédit instantané, des graphes sur l'acquisition de trucs ou bidules. Et c'est un graphe qui ne parle pas de feature, mais qui parle de business. Donc, on se force en fait à parler le langage business et à partager l'impact de tous nos produits et toutes nos initiatives avec tout le reste de la boîte tous les mois. Donc, on peut voir les graphes d'évolution de la conversion de tel produit, de l'acceptation d'un truc, etc. Donc, ce ne sont pas des graphes de risque, ce sont des graphes de produits. Et donc, ça, on adapte ça au langage des autres. Donc, ce n'est pas un langage produit, c'est un langage business. Et ça force chacun des gens de l'équipe produit à comprendre comment traduire des features en langage business, ROI, etc., qu'on va ensuite partager tous les mois et forcer à suivre là-dessus. Donc, il y a plein de choses qu'on fait comme ça pour garder un peu j'allais dire le contact proche avec nos stakeholders. Tu me disais lorsqu'on échangeait ensemble en fait, un des soucis que tu vois dans le product management, c'est la complexité du langage produit et la complexité que parfois mettent des product managers hein, dans tous les concepts, toute la théorie, toute la méthodo. Euh, Déjà, pourquoi c'est un problème pour toi? Pourquoi ça, c'est... Pourquoi c'est un problème? Parce que, premièrement, plus c'est simple, plus ce sera adopté. Okay, donc ça, c'est vraiment une règle générale. D'ailleurs, qu'on a au produit sur les expériences clients, on veut les simplifier au maximum. On veut avoir la meilleure expérience client, les produits les plus simples, qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes, mais en tout cas avec une expérience utilisateur, une expérience partenaire simple. Et je pense que c'est peut-être un truc qui m'a assez choqué, peut-être en arrivant dans la communauté en France, que, à mon avis, le product management se cherche encore beaucoup, et en se cherchant à inventer plein de rôles différents. Et donc, le product management est complexe à plusieurs niveaux. Il est complexe parce qu'il y a plein de rôles différents, auxquels même moi je suis perdu. On a des product managers, des product owners, des product architectes, des product builders, des product writers, des product reviewers, des product ops. Enfin, il y en a plein des rôles product marketing. Il y a plein de rôles produits différents. Et je pense que quand on arrive dans une entreprise en tant que CPO, si je dois aller commencer à expliquer à mon CFO, à la DRH, tous les rôles produits qu'on doit mettre en place, ils seront perdus et moi aussi. Et je pense que ça ne va pas nous aider. Moi, j'ai une philosophie où il faut beaucoup moins de rôles et vraiment simplifier ce genre de rôle. Et d'ailleurs, pas trop étaler les fonctions à trop de rôles différents parce qu'on se retrouve sinon avec des product managers qui ne font plus rien parce qu'ils ont tout dispatché partout sur d'autres Vous rôles. n'avez pas de product ops, product marketing Non, alors Product Ops, c'est un ça... sujet à chaque fois aussi. On n'a pas de Product Ops parce que pour moi, les Product Ops, c'est un rôle qui est tout le temps un peu temporaire dans une boîte. Le but des Product Ops, c'est de pas grandir et c'est un peu de s'effacer, c'est de fixer, mettre en place des process et puis après de se retirer. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'avoir plus de product managers sur des scopes un peu plus réduits, mais sur une verticalité de leurs fonctionnalités. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes prendre en tant qu'équipe les projets que prendrait un product ops et les résoudre entre eux. On se met autour d'une table, c'est ce qu'on fait entre équipes. Il y en a un qui dit, moi je prends ce sujet-là, je vais vous contacter en tant que contributeur, etc. Et on va mettre en place un process pour partager des launches de produits, comment on fait, etc. Et ce n'est pas un product ops qui va le mettre en place, pareil pour les outils. Donc je pense que ça peut être partagé dans les équipes produits directement. C'est pas en demander beaucoup. C'est pas en demander beaucoup, tu vois, lorsque tu recrutes un PM, de comprendre le PNL, comprendre le langage business, comprendre les opérations, comprendre le marketing d'un produit. Non, parce que je pense que s'il ne comprend pas ça, il ne pourra pas être bon dans son produit. Et là, je reprendrai les mots de Brian Chesky de Airbnb. Justement, Product Marketing, c'est un bon exemple, qui dit comment est-ce que tu veux faire un produit si tu ne sais pas comment le vendre et en parler. Expliquez-moi comment vous pouvez faire un produit si vous ne savez pas comment ce produit marche. Donc, si on est product manager et qu'on doit aller voir, qu'on doit avoir un product marketing à côté de nous, si j'extrapole, si je tire le trait un petit peu, voilà ce qui se passe dans la communauté produit et on va dire dans les bouquins produits, ce qu'ils nous disent de faire. On a un product manager. Il faut qu'il fasse un produit. Donc, d'abord, il va aller voir le product marketing. Il va dire, OK, c'est qui mes personas, à qui je dois vendre ce produit et qu'est-ce qu'ils veulent. OK. Ensuite, il va aller voir un product data expert. Il va lui dire, OK, mais qui consomme quoi? Donne-moi les data, les graphes, etc. Ensuite, il va aller voir un product ops à qui il va demander, est-ce que tu peux me faire le process pour que je puisse faire mes user stories et mes trucs parce que je ne sais pas le faire et il faut que ce soit toi qui le fasses. Ensuite, il va aller voir un product builder qui va lui faire autre chose, etc. Ou un product architecte, un product design. En fait, je pense que ça va créer quelqu'un qui va être au milieu de 10 personnes et qui ne va pas savoir quoi faire. Donc, je préfère quelqu'un qui a un scope réduit et qui sache prendre, on va dire, la globalité de son scope, comprendre le marché qui s'adapte à son scope, donc dans son mini domaine produit, comprendre comment parler à ses utilisateurs de son produit, comprendre comment livrer ce produit et comment faire la discovery sur ce produit,
Et je pense que le produit en sera meilleur. Donc, je préfère que le scope soit réduit, mais que, on va dire, le côté responsabilité verticale sur le rôle du PM soit agrandi. Sinon, on crée des équipes où dès qu'on veut une info sur un produit, au lieu d'appeler une personne qui va être le spécialiste, on va devoir avoir 5 personnes dans la pièce pour parler juste d'une équipe produit. Et c'est pas efficace. Si c'est une vision, si vous avez une vision un peu différente du rôle, dites-le nous. Enfin, on en discute, c'est hyper intéressant. À, à l'inverse, Adija nous dit qu'elle est plutôt d'accord avec cette vision 360. Moi, j'avais une question aussi par rapport au product-led growth. Product-led growth, tu dis que c'est une promesse dangereuse. Tu peux expliquer? Bien sûr, je peux expliquer. En fait, je vais placer ça un peu dans le contexte. Alors, moi, je ne suis pas ici aujourd'hui présent pour répéter ce qui a été dit dans la communauté ou ce qu'on peut lire dans les bouquins de Marty Kagan. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est déjà été expliqué 15 000 fois. Et d'ailleurs, je pense que même la promesse des bouquins de gourous comme ça est dangereuse aussi dans le sens où si on suit le bouquin, on doit avoir justement 15, 20 rôles différents, on doit mettre des tonnes de trucs en place et on essaie de reproduire un truc qu'aucune boîte n'a vraiment fait, en fait, même les grosses boîtes. Et donc, je pense que ça complexifie un petit peu et d'ailleurs, ça peut faire peur aux product managers qui se lancent. Sur le product-led growth, c'est assez récent, ce truc, je crois que ça vient de Slack, en tout cas, c'est souvent cité comme exemple dans le B2B. Euh, qu'est-ce que ça dit le product-led growth? Ça dit qu'en fait, le marketing du produit et l'acquisition de nouveaux utilisateurs devraient être portés par le produit parce que l'expérience sera tellement bonne et va inviter d'autres personnes qui du coup seront dépendants et du coup ils vont devoir aussi sign up sur le produit automatiquement et tout ça, ça va être magique et ça va faire un produit qui va se vendre tout seul et ça va replacer le produit aussi, non pas au centre mais au-dessus de tous les autres départements d'une boîte. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que moi si je venais chez United avec un discours où je disais que le produit était au-dessus de tout, déjà, ça passerait pas. Je pense que d'un point de vue culturel, c'est pas du tout l'approche et je pense que ce serait faux. Le product-led growth, à mon avis, n'a pas été inventé il y a quelques années. Ça fait longtemps que ça existe. Hein. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir que c'était des produits qui s'étalaient et qui justement onboardaient des gens de façon automatique et de façon, on va dire, presque designée dans le produit. Donc, je pense qu'il ne faut pas que le product-led growth outrepasse les missions du marketing et de la vente traditionnelle. Dans le B2B, par exemple, Tu, on est tu penses qu'il y a eu un fantasme du fait des croissances de Facebook, de Slack, de WhatsApp, mais que ça a fait kiffer encore tout une le monde et on fois, s'est tous dit, prendre l'exemple de deux boîtes qui ont un contexte très particulier où ils n'ont pas vraiment besoin de vendeurs et ça peut se faire tout seul très bien et se dire que ça peut être appliqué partout. Je pense qu'il y a 90% des boîtes dans lesquelles on ne peut pas appliquer cette méthodologie et donc c'est faux de faire croire aux PM, aux leaders, aux CPO que c'est un but à obtenir. Product-led growth, bien sûr qu'il faut être orienté produit dans une boîte. Donc ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il faut que les décisions soient par rapport au produit, que le produit puisse être efficace, etc. Mais dire que le produit va s'affranchir des vendeurs, le produit va s'affranchir du marketing et que la boîte va être pérenne et avoir de l'hypercroissance sans rien faire parce que le produit sera magique, c'est une utopie. Et premièrement, ça met très longtemps à mettre en place pour les boîtes qui ont réussi et elles sont très peu à avoir réussi. Donc je pense que nous, ce n'est pas un objectif qu'on a chez United de faire du product-led growth. Par contre, oui, c'est un objectif d'avoir un produit qui soit le plus autonome possible pour qu'on ait moins de coûts d'opération, ce genre de choses. c'est ce que tu Euh, appelles la productisation? c'est ce que j'appelle la productisation, effectivement. Ça Et sert c'est à quoi? les éléments sur lesquels on devrait se concentrer, c'est quand on... Alors, ça ne sert à rien d'être CPO dans une boîte de 20 personnes ou 30 personnes. Ça s'appelle un premier product manager. Mais quand on est CPO, généralement, on arrive dans une boîte qui est en train de scaler, donc qui a besoin, qui a plusieurs produits, qui a trouvé son market fit et qui a besoin d'accélérer. Et à ce niveau-là, on va commencer déjà par faire du marketing, par simplifier le portfolio, vraiment le comprendre, mettre une orga en place qui va peut-être se coller un peu plus au portfolio et à l'organisation produit, et en tout cas de ce qu'on vend à l'extérieur, parce que généralement c'est plus efficace. Et on va optimiser, mutualiser pour essayer de réinventer le moins de choses possible à chaque fois qu'on a un nouveau client. Spécifiquement dans le B2B, ce qui est quand même ma spécialité, dans ma boîte d'avant Zero Light, il y avait une plateforme où chaque constructeur automobile venait et on recommençait à zéro au début. La productisation a commencé et a consisté à créer une plateforme qui permettait d'accélérer d'un constructeur à l'autre et de ne pas avoir à recommencer à recréer toutes les technologies de VR, de AR, etc. Donc c'est vraiment un travail, c'est ce qu'on a mis en place aussi chez United, en se disant que le B2B et le B2C sont deux channels différents, mais en fait qui vendent exactement le même produit sous-jacent, qui est un crédit.
Et donc, au lieu d'avoir un peu des équipes qui vont naturellement se séparer parce que le business et les canaux de distribution sont différents, et peut-être petit à petit avoir des équipes techniques qui vont faire des choses différentes et se dupliquer, on va se concentrer pour rassembler ce qui est fondamental et ce qui est commun à tous les canaux de distribution et à toutes les solutions, et faire en sorte que ce produit-là devienne la plateforme qui va être réutilisée par les autres canaux de distribution. Ce qui optimise au maximum d'un projet à l'autre, d'un channel à l'autre, la réutilisation et qui minimise les coûts de duplication, etc. Donc ça, c'est peut-être on va dire, une des phases importantes, je pense, de productisation d'une boîte, c'est de pouvoir mutualiser, de pouvoir harmoniser, de pouvoir homogénéiser les solutions pour maximiser, on va dire, les produits à marge haute versus des produits de service qui vont être, quand on refait les choses à chaque fois depuis zéro, qui sont des produits à marge faible. Voilà à peu près une des missions, en tout cas, qui a été la mienne ici. Il y a pas mal de questions, sauf qu'on les reçoit Les juste, questions. côté hôte et panéliste. Pensez à mettre tout le monde lorsque vous envoyez une question. Euh, et je sais plus du coup. Ah si. Ouais, si, ça me paraissait quand même, assez important. C'est la dernière question là d'Adija. Elle dit que les marketplaces vraiment différents de. En fait, c'est une question que je me pose de plus en plus. Les marketplaces sont différents. Enfin, un produit marketplace différent d'un produit voilà, avec beaucoup de features type Slack. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de revenir sur la notion de marketplace comme étant un produit tech drivé par les product managers? Est-ce que finalement, c'est pas, tu vois, une forme de service en fait avec beaucoup de fonctionnalités qui viennent optimiser, automatiser certaines choses, réduire certains coûts, mais en fait, ça reste du service, simplement. Alors, nous, c'est pas une marketplace ici, donc le marketplace a des produits un petit peu différents parce qu'il y a des clients et puis d'un autre côté, il y a des marchands ou des partenaires qui vont venir se greffer. Donc, il y a un côté B2B puis un côté B2C. Mais je pense que un produit marketplace qui marche bien, on aura la même approche sur chaque feature et sur la ROI du feature qui va venir. Donc, le produit va venir pouvoir accélérer ou optimiser des coûts de run ou accélérer minimiser les coûts d'onboarding pour faciliter la plateforme. Donc, je pense que ce sera la même philosophie. Après, c'est juste que l'organisation va être un peu différente. On aura un domaine qui est spécialisé marchand, un domaine qui est spécialisé client, et on aura bien sûr une plateforme. Nous, on n'a Mm. pas une marketplace, mais on a une plateforme qui supporte des partenaires, des clients qui viennent tous taper dans la même plateforme, front, middle, back. Donc, on ne l'appelle pas une marketplace, mais le point commun entre une marketplace dans une autre boîte ou la plateforme chez United, c'est le fait qu'on a une infrastructure commune qui est optimisée et qui est maximisée pour pouvoir répondre à des demandes de produits différents ou des canaux de distribution différents. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Il ne faut surtout pas diviser une boîte entre les petits clients, les grands comptes et avoir deux équipes tech qui vont faire des choses différentes ou deux équipes produits. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est réutilisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, On je a une pense. question sur la productisation. Est-ce que parfois ça t'arrive quand même tu vois, de faire diverger les produits, de les laisser grossir, de les laisser, tu vois, prendre leur indépendance avant de productiser, avant de rationaliser? Est-ce qu'il y C'est a un bon exactement. moment pour productiser? C'est une bonne question, en fait. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec le département partnership qu'on a chez nous, où c'est un département, donc nous, on a commencé chez United avec du crédit à la consommation, et il y a eu des opportunités qui sont créées avant que j'arrive, avec des gros partenaires comme Free, Microsoft, Apple, etc., où là, il y a une équipe de partenaires via Partner Management qui s'est créée pour gérer ces projets-là et pour adapter l'offre crédit qu'on avait grande consommation un peu à des partenaires en B2B, via des API, etc. Donc, comment est-ce que United a géré ça? Ils ont créé un peu une task force et on a laissé diverger justement pour que la tech et les gens qui géraient les partenaires puissent optimiser, trouver le marché et vraiment trouver une source de revenus et quelque chose de pérenne et on va dire un marché grandissant là-dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs partenariats qui sont faits, des revenus qui sont venus. Et là où c'est important, c'est de ne pas laisser le bateau partir trop loin, ok, c'est de revenir le raccrocher au bateau quand le moment est venu. Et là, le moment est venu depuis quelques temps chez United, où maintenant on a reproductisé ce qu'on avait fait
on va dire, en custom pour des gros partenariats et on les a remis dans la plateforme pour servir les deux en même temps. Donc, il faut, je pense, se donner le temps d'avoir un peu une mentalité startup dans la startup au début pour aller explorer, diverger, faire des choses, s'affranchir un peu du gros paquebot. Et une fois qu'on a trouvé son market fit ou trouvé son revenu, etc., et sa croissance, surtout ne pas laisser le truc filer. Sinon, on va créer deux branches qui ne pourront jamais se rejoindre et qui vont créer des divergences on va dire de scalabilité, de performance, de stabilité, de tout ce qu'on veut. Et puis, bien sûr, un truc impossible à gérer parce qu'on aura des croisements dans tous les sens. On arrive un peu au bout du talk. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans le chat, s'il vous plaît. C'est passé hyper vite. J'ai même pas eu le temps de faire ma petite pub C'est et vite. mon auto-promo sur TPC. J'ai quand même une dernière question. Donc, le PM doit savoir vendre. Bien On sûr, on en a, a même pas parlé en fait. Alors, je pense on en a un peu parlé. Enfin, en fait, on a compris pourquoi. Avec tes réponses, on a compris pourquoi. Avec cette discussion, pardon. Ma question, elle porte un peu sur le comment, en fait. Comment est-ce que, voilà, quel Bonne conseil question. tu donnes? Plusieurs conseils là-dessus. Effectivement, pourquoi il doit savoir vendre? On l'a bien compris, parce qu'il faut convaincre ses stakeholders, il faut avoir une vision, il faut raconter une histoire sur là où on va emmener le produit, il faut savoir dire non à un stakeholder. Et la vente, avant tout, c'est de l'écoute. Donc, il faut, quand on dit qu'on fait de la discovery, c'est de la vente, parce qu'on va écouter les gens, si on le fait bien. Et donc, ça, c'est quand même le principe de base de la vente. Mais sur les exercices, en tout cas les choses qu'on peut faire pour être meilleur vendeur et être un peu plus américain dans l'âme sur l'excitation qu'on peut avoir sur des projets, je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, en tout cas chez United, nous, c'est un gros truc sur la communication. Et je pense que s'il y a des gens de mon équipe ici, ils le savent très bien. Chaque PM est capable d'aller présenter en codir et va présenter en codir à un moment ou à un autre, va être le point de contact sur son domaine ou sur son équipe produit, sur les produits qu'il manage. Donc, il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui va aller parler pour lui et présenter en COMEX. Il faut que les PM puissent aller présenter en COMEX leur truc. Donc ça, c'est un premier exercice, c'est que nous, on donne la possibilité et on invite les PM à les présenter et à être vraiment le honneur devant les cofondateurs, devant d'autres COMEX, d'autres départements. C'est eux qui sont honneurs et qui vont présenter. Donc, on pousse à faire ça. Un deuxième exemple qu'on a fait sur la vente, qui est assez intéressant, mais c'est qu'on a travaillé avec les vendeurs pour aussi faire des ateliers où les PM, moi-même et d'autres aussi, on s'est mis en situation de vendeur. C'est-à-dire qu'on a décroché le téléphone avec des vendeurs pour vendre les produits en B2B et se confronter à un phone call, se confronter à quelqu'un qui nous raccroche au nez, se confronter à quelqu'un qui dit mais le crédit en fait ça endette les gens et comment on répond à ça, se confronter à quelqu'un qui a déjà les concurrents et qui dit mais moi j'ai déjà ça, pourquoi je prendrais votre produit? Incroyable, Et donc ça, incroyable. c'est hyper éducatif pour tout le monde parce qu'on se dit, en fait, c'est pas facile de vendre et il Non. faut ultra simplifier, il faut pouvoir vraiment simplifier son produit et le comprendre et se mettre à la place du client. Dernier truc, moi je m'assois à côté je suis pas assis avec la tech, je suis assis juste à côté du Head of Partnership, donc c'est un autre exemple aussi, au milieu sur le plateau des vendeurs. Donc moi je suis assis au milieu des vendeurs et donc de B2B. Hyper important pour moi parce que j'entends les discussions et je vois ce qui se passe, j'entends la dynamique un peu des deals qui sont en train de se faire et ça me permet d'être vraiment en première loge, de dire ah ok machin, voilà ce qui arrive et de pouvoir revenir au produit et dire voilà ce qui est en train de se tramer. Et donc créer cette relation-là, c'est crucial. Donc savoir vendre, c'est aussi se rapprocher des vendeurs, c'est savoir comprendre son produit, savoir prendre de la hauteur et savoir surtout utiliser le langage d'équipes en face de soi qui ne comprennent pas forcément notre langage produit. Donc, quand on fait ce document qu'on partage tous les mois qui parle business, bah, c'est une forme de vente. C'est-à-dire qu'on transforme le feature produit en langage business. Et c'est ça qu'on raconte après aux autres personnes. Je voyais une question et je finirai là-dessus. Est-ce qu'il est possible de systématiquement lier feature produit et ROI business chez United? Oui. C'est-à-dire qu'on a des OKR group et chaque user story est lié à un OKR produit qui va être lié à un OKR group. Donc à tout moment, en théorie, chaque développeur est capable de dire sur la user story qu'il est en train de développer, sur quel OKR group il est en train de contribuer. Donc ça, c'est important pour que tout le monde sache un peu où il se positionne dans la boîte et ce en quoi il contribue. Ah, très intéressant parce que finalement, pour toi, c'est pas enfin, le fait de savoir vendre pour un product manager, c'est pas forcément une question de méthode de sales, c'est plus une question de proximité avec justement les sales, les clients, les fondateurs, Et ça, on les l'éduque pas gens qui parce sont qu'on est, intéressés par la j'ai mon finance et par équipe la vente, qui quoi. produit il y a 2 ans, alors je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas dire quoi que ce soit, mais dans une boîte qui forme les gens au produit, on est resté 2 jours, il n'y a pas eu une session sur comment faire du marketing, comment vendre, etc. Et je pense que c'est une erreur.
Je pense que quand on éduque des product managers, il faut éduquer sur la communication. Il faut éduquer, en fait, c'est ce qui va être leur problème de tous les jours. Ils savent faire une analyse de data, de user, etc. Et ils savent très bien faire ça. Et ils l'apprendront s'ils ne savent pas le faire dans l'équipe produit. Par contre, les PM qui arrivent et qui ne savent pas vendre, qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas partager et s'adapter un peu à leur audience, ceux-là auront du mal. Et j'espère en tout cas pouvoir dire que quand ils passent chez United, au moins ils apprendront ça. En tout cas, ils seront exposés à ça, peut-être plus qu'ailleurs. Merci beaucoup, François. Beaucoup de valeur. J'espère que vous avez trouvé de la valeur également côté participants et participantes dans ce talk. Pour rappel, The Product Crew, on est spécialiste du recrutement de product manager, mais également de développeurs de profil data, de profil design. À votre écoute si vous voulez échanger. Je vous dis à très bientôt. J'ai un talk quasi toutes les semaines avec des CPO, des CTO, des VP data et beaucoup de gens dans l'écosystème. Donc je vous dis à très bientôt. Bon appétit à tous. Merci François et à très bientôt.